Bénin, depuis bientôt 7 ans, est dirigé par de nouveaux hommes. Que dis-je? Une nouvelle équipe gouvernementale avec à sa tête le président Patrice Talon, réélu en 2021 pour un dernier mandat constitutionnel. Au lendemain des élections législatives du 8 janvier 2023, la classe politique béninoise, longtemps habituée à un réaménagement de l'équipe gouvernementale, a dû se contenter de l'offre actuelle, celle de maintenir en place l'équipe gagnante. Malheureusement, ce dicton s'est heurté aux réalités de la gouvernance. Patrice Talon n'a donc eu autre choix que de remanier enfin son deuxième gouvernement. L'adoption du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale avec le rejet en bloc des députés de l'opposition, l'audience accordée par le chef de l'État au président du parti Les Démocrates, la lutte contre la cybercriminalité, mais aussi et surtout la crise qui secoue le bloc républicain sont autant de sujets à aborder au cours de ce numéro de votre émission Ma part de vérité, une émission radio-télévisée que j'ai le plaisir d'animer et de recevoir une figure emblématique de la classe politique, notamment de la 6e circonscription électorale. Mesdames, Messieurs, cette émission est en direct sur Golf TV Africa, sur Golf FM Africa et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de nous honorer. Notre invité est un acteur politique majeur, ancien vice-président de l'Union fait la Nation, ancien président de la coalition Bénin en route, ancien membre du bureau politique du Bloc républicain, membre concepteur et fondateur du Bloc républicain. Jean-Baptiste Runguet, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Alors, vous êtes l'un des artisans de l'élection du président Patrice Talon et l'un de ses soutiens, ma foi, indéfectibles. Comment se porte aujourd'hui la mouvance au pouvoir, Jean-Baptiste Runguet? Merci, monsieur le journaliste. Et depuis 2016 que nous avions pris le pouvoir, et je crois, et aussi les Béninois, dans leur majorité, sont d'accord avec moi que la gouvernance depuis 2016 a changé. Qu'est-ce qui a changé? Et le changement, c'est dans tous les aspects de la vie politique, sociale et autres. Tout est changé. Le Bénin de 2016 le Bénin avant 2016 a une autre couleur, une couleur brillante, une couleur attirante, une couleur qui donne espoir à la jeunesse, une couleur qui fait en sorte que les investisseurs accourent vers nous. Nous avions changé le visage du pays de façon qualitative. Je dirais que depuis 2016, le Bénin est dans une transformation totale à travers les nombreuses réalisations du régime, de notre régime, à travers tout ce qui se passe, la tranquillité dans les foyers, et la sécurité, les infrastructures, les hôpitaux qui sont en train d'être érigés, les enfants mangent à leur faim pour aller à l'école. Je crois tout autant de choses que le gouvernement est en train de faire qui vraiment honorent notre pays. Et de façon que lorsque vous quittez le pays pour aller ailleurs, vous êtes fiers de vous présenter comme Béninois. Alors, Jean-Baptiste Runguet, vous n'êtes pas le seul acteur politique à dire que tout va bien dans le pays, mais pourtant, il y a des Béninois qui croupissent sous le poids de la misère. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe-là? Croupir sous le poids de la misère, il faut relativiser. Si vous n'avez pas appris quelque chose, ce n'est pas pendant la gouvernance d'un président que vous allez apprendre. La preuve, quand on lance un concours pour recruter 1000 jeunes, il y a plus de 100 000 jeunes qui postulent. Mais ce n'est pas la faute à ce régime. Avant ce régime, quand on lance des concours pour, disons, 100 personnes, ou bien 50 personnes, ou bien 20 personnes, mais c'est des milliers de Béninois qui postulent. Et là encore, les résultats, nous savons comment les résultats sont donnés. Aujourd'hui, tout est transparent.
si tu es enfant de pauvre et qu'on lance un concours, tu passes le concours, si tu travailles bien, tu réussis. Il y a eu assez de concours qui ont été annulés, Jean-Baptiste Ngoungué. Mais c'est un autre actif. C'est annulé parce que, certainement, parce que moi je n'ai pas Ce les qu'on déplorait informations. par le passé, on le constate encore. Mais c'est annulé, c'est un autre actif. C'est annulé et c'est repris. Mais avant, on n'annulait pas les concours. On entérinait. Aujourd'hui, si c'est mal fait, on annule et on reprend. Et on sanctionne ceux qui sont auteurs de ces faux jeux-là. Donc tout va bien. Bon, tout va bien. l'homme n'est pas Dieu pour dire que tout va à 100% bien. L'homme n'est pas Dieu. C'est chez Dieu que tout va bien. Hein? Mais des choses que nous améliorons chaque jour que Dieu fait. Nous améliorons la qualité de notre gouvernance, nous améliorons la qualité de tout ce que nous faisons. Et ça plaît aux étrangers. Et les Béninois sont de plus en plus heureux de se retrouver dans ce pays-là. Parce que tout ce qui se fait, mais le président Talon n'emportera rien de tout ce qui se fait. C'est pour la génération présente, future et de nos arrière-petits-fils. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans le pays, vous-même qui êtes là, vous pouvez témoigner. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le pays et qui honorent notre régime. Jean-Baptiste Ngoungué, il y a eu récemment un remaniement de l'équipe gouvernementale. Êtes-vous retrouvé dans ce qui a été fait? Le chef de l'État a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais il peut y arriver que pendant l'exercice et pendant le cours du jeu, qu'il peut y avoir des blessés qu'on peut remplacer. Donc il y a eu des blessés, vous voulez dire? Certainement. Blessés, ne prenez pas ça au sens propre du mot. Ça peut arriver et on peut faire un réaménagement pour renforcer l'équipe gagnante. C'est ce qui se passe. Beaucoup disent quand même qu'il faut toiletter totalement le gouvernement. Êtes-vous d'avis? Je ne suis pas d'avis. Et bon, en tant que politique, parce qu'il y a deux formes de ceux qui disent comme ça. Il y a ceux qui ne sont pas politiques et ceux qui sont politiques. Les politiciens, pour eux, comme moi aussi, j'aurais souhaité que en 2 ans, 3 ans, qu'on change le gouvernement et que nous tous qui avions mené le combat, nous puissions nous retrouver un jour dans le gouvernement. Mais par contre, ceux qui veulent pérenniser les acquis diront que, bon, l'équipe là, c'est bon, il faut peut-être donner du stimulant à l'intérieur de l'équipe pour que la performance soit accrue. C'est ce qui se passe. Donc, si le chef de l'État a décidé de maintenir son équipe, c'est lui seul qui sait, et parce que c'est lui seul qui va répondre. C'est lui seul qui sait les résultats, la mission qu'il a confiée à son équipe et les résultats attendus. Certainement, il a eu la pleine... il a eu certainement le résultat attendu. C'est pourquoi il n'a pas souhaité remanier pour recommencer encore à zéro. Parce que vous savez, lorsque vous êtes habitué à quelqu'un et que vous travaillez, et qu'un jour vous arrivez à vous séparer de la personne, la nouvelle personne arrive, c'est un recommencement, c'est un recommencement. Et nous avions connu ça dans le passé, mais ça n'a pas aidé le pays. Dans d'autres pays, dans des démocraties anciennes, modernes, c'est ce qui se passe. On ne change pas un ministre comme on change un directeur de cabinet, un secrétaire général. On ne change pas un ministre comme ça. Parce que la politique que mène le ministre a été dictée par son chef. Et quand il mène bien, il faut continuer. Mais s'il ne mène pas bien... Le Bénin n'a que 30 ans de démocratie. Les autres nous ont dépassé d'un centenaire. Est-ce qu'il faut faire marcher à pas réduit? Est-ce qu'il ne faut pas aller à notre rythme, Jean-Baptiste Ngoungué? Non, quel est ce rythme-là? Nous voulons que le pays soit développé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des démocraties anciennes. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, nous voyons ça à la même heure que ceux qui vivent en direct les actions. Donc, il ne faut pas se dire que parce que les autres ont une démocratie ancienne, non. C'est plutôt dans notre pays qu'il faut vraiment travailler à ce que les acquis, quand vous commencez quelque chose et que quelqu'un fait bien, renouvelez-lui votre confiance
donnez-lui encore, donnez-lui les encadrements nécessaires pour que le travail qu'il est en train de faire soit parfait. Pour que demain, au moment du jugement, on puisse dire oui, ils ont fait. En l'état, le chef de l'État a maintenu le noyau gouvernemental, mais en changeant quelques têtes à l'intérieur. Est-ce une bonne chose? Vous qui êtes acteur politique, vous l'avez dit, Jean-Baptiste Ngoungué. C'est pourquoi je dis, en langage politique, j'aurais souhaité que quelqu'un qui est proche de moi rentre au gouvernement. Mais si ce n'est pas le cas, c'est le chef seul qui sait pourquoi. Il n'a pas changé. C'est le seul qui sait pourquoi. Il veut maintenir le cap pour avancer, pour que demain, aux heures du résultat, aux heures du bilan, qu'il puisse dire oui, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Avec qui? Avec telle équipe. Parce qu'il a maintenu la cohésion au sein de l'équipe. Alors, le chef de l'État a reçu, Jean-Baptiste Ngoungué, le chef de l'État a reçu la semaine dernière Éric Rondeté, président du parti Les Démocrates, votre ancien allié, je le rappelle. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Bon, moi, je pense que, et je trouve que le Bénin est en train d'aller dans la phase réellement de système partisan et d'un climat politique apaisé. Et c'est bon, c'est à l'actif du président Éric Rondeté et l'acte qu'il a posé en demandant à rencontrer le chef de l'État. Dans les bonnes démocraties, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas dans la violence qu'on puisse réclamer un dû, un droit, surtout quand nous sommes en politique. Il faut dialoguer, il faut se parler, et il faut se dire, président, nous avons droit à tel président. Et c'est le président qui décide de vous donner suivant les lois que nous nous sommes données. Il a accordé une audience, il a accordé une interview justement à la fin de cette audience-là. Vous l'avez écouté? Je l'ai écouté. Il dit qu'il y a 2 points qui ne sont pas totalement satisfaits. Mais le dialogue continue, ça sera satisfait. Surtout lorsque vous partez rencontrer le chef de l'État, M. Patrice Talon. N'allez pas avec la violence, allez de bon cœur, souriant. Je crois que ce n'est pas un monsieur difficile pour qui le connaît. C'est un monsieur accessible, c'est un monsieur qui peut vraiment accéder aux requêtes si vous posez de façon sérieuse, de façon sincère et de façon apaisée vos doléances. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Et vous allez voir dans les jours à venir ce qu'il a dit, il le fait. Alors, sur le volet chef de file de l'opposition, beaucoup ont estimé que le président Éric Rondeté allait demander la prise de cet acte-là, de ce décret par le chef de l'État. Bon, je ne sais pas si ceux qui parlent de demander et aller se prosterner, s'ils connaissent vraiment Éric Rondeté ou bien si ils ont lu la loi. Écoutez, nous sommes dans un pays où il faut aller doucement. Moi, je pense que là où nous sommes là, il nous reste 3 ans avant 2026. Nous devons nous mettre ensemble pour accompagner le président pour achever son mandat. Parce que tout ce qu'il fera là, ce sera pour nous et pour notre postérité. Ce n'est pas pour lui. Donc, Éric Rondeté n'est pas allé commander un poste de chef de file de l'opposition. Mais lorsqu'on finit les élections et qu'on gagne les élections, le président reçoit la majorité parlementaire, le président reçoit aussi la minorité parlementaire. Et c'est son devoir, le devoir du chef de file le chef de file de l'opposition, d'aller rencontrer le chef de l'État pour discuter des problèmes de la nation. Alors pourquoi se précipiter alors qu'il n'y a pas encore un décret qui l'officialise, chef de file de l'opposition? Vous assure que c'est se précipiter, ce n'est pas se précipiter. Non, c'est ce que disent les Béninois. Non, ce n'est pas se précipiter. L'Assemblée a commencé par travailler. Déjà, l'Assemblée est déjà installée. Donc, dans la normalité des choses, la démarche du président des démocrates, moi je trouve que c'est une démarche constitutionnelle, c'est une démarche pour montrer que l'opposition, c'est une opposition sérieuse. Non, cette démarche se repose sur la franchise de travailler avec le pouvoir. Il faut travailler avec le pouvoir, ce n'est pas parce qu'on est... L'opposition qui travaille avec le pouvoir. L'opposition,
quand je dis travailler avec le pouvoir, vous pouvez être dans le pouvoir, je vais travailler avec vous sans toutefois accepter tout ce que... Si vous faites quelque chose de bien, je vais applaudir. Il ne faut pas rester dans l'hypocrisie politique tout le temps. Il faut voir ce qui est bien fait, et apporter ce qui peut crocher, dire ah ça là ce n'est pas bon, nous ne voulons pas. Et le président analyse avec ses collaborateurs pour dire voilà ce que j'ai appris, voilà, et on se met à corriger pour avancer. C'est le pays, ce n'est pas un individu, c'est le Bénin qui gagne en ce moment. L'opposition, toujours, a voté contre le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Allons-nous vers un durcissement des positions au Parlement? Et je serai direct avec vous. Je ne suis pas sûr que le vote de l'opposition puisse nous faire dire qu'on va vers un durcissement. Non, je ne suis pas sûr. Ils ont voté en bloc contre... Je ne suis pas sûr. Ils ont certainement évoqué les raisons. Je ne suis pas sûr. Je connais le président de l'Assemblée nationale pour avoir milité dans un même parti avec lui. L'Union fait la nation. Je connais le président Éric Ndete pour avoir été avec lui. Je connais beaucoup d'acteurs politiques. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être que l'opposition est en train de manifester un mécontentement, et je dirais conjoncturel, pour que le président de l'Assemblée sache que parce qu'ils ont dit que, monsieur le président de l'Assemblée, vous êtes président de l'Assemblée pour la majorité et pour la minorité. Bon, si c'est des récriminations du genre, le président Vlavonou, vous savez, c'est un chrétien sérieux et sincère. La chrétienté et la politique vont de pair. Si vous connaissez le président Vlavonou, vous saurez que ce monsieur, c'est un béni de Dieu aussi qui travaille et qui accompagne le chef de l'État parce qu'il est Vlavonou. Il est Vlavonou et homme de Dieu. Donc je crois que les récriminations de l'opposition, il saura prendre ce qui est vrai dedans et fera appliquer. Il sera jamais le président de la majorité contre la minorité. Soyez-en sûrs, il ne sera pas ça. Qu'il vous souvienne que c'est le même président de l'Assemblée nationale qui a autorisé qu'on aille donc aux élections en ce qui concerne les présidents et vice-présidents, les membres du bureau des commissions de l'Assemblée nationale. En son temps, l'opposition a tempêté et la Cour a fini par donner raison à cette même opposition de reprendre, bien entendu, les élections en ce qui concerne les autres membres des commissions, à l'exception des présidents des commissions. Le président de l'Assemblée nationale a dû certainement prendre position en faveur donc de la mouvance au pouvoir des deux autres partis siégeant à l'Assemblée nationale. Mais le président, vous la voyez dans son droit, il est de la mouvance. Mais en politique, on ne cède pas les positions facilement comme ça. En politique, il faut se battre pour arracher. Et je crois qu'il est dans son droit. Et il le fait de façon normale. Et vous allez le voir, il le fait avec sourire. C'est de son droit. Il revient à l'opposition de travailler aussi pour arracher ce qu'elle réclame comme sienne. L'opposition minoritaire. Mais il y a eu... dans la plupart des cas, dans la démocratie moderne que nous vivons, l'opposition a toujours été minoritaire. Même si l'opposition, à un moment donné, devient majoritaire, ça ne dure pas. Donc, l'opposition minoritaire a droit à certaines choses, mais on ne peut pas... La majorité, c'est des hommes qui sont là, des hommes qui veulent occuper tel poste, qui veulent faire ceci, mais ça ne se laisse pas. Ça s'arrête, ça se discute, ça se négocie. Il faut privilégier la négociation. Il faut se parler pour pouvoir prendre des choses chez la mouvance. Mais si vous avez des positions crampées, des positions dures, vous ne pouvez rien avoir. Il faut négocier. Vous êtes dans minoritaire, il faut négocier. Je prends un exemple, par exemple. Vous êtes enfant, vous avez droit à quelque chose, votre papa ne vous donne pas. Vous n'allez pas commencer par crier sur votre papa pour dire, bon, moi, c'est mon droit. Non, vous négociez et il vous donne. Vous négociez, il vous donne. Je suis sûr, et je crois que Éric et le président Éric Ndete
et le président Vlavonu se connaissent assez bien et ils sauront comment faire pour que le mandat de 3 ans qu'on leur a confié se passe de façon apaisée. Jean-Baptiste Ronguet, l'actualité est aussi marquée par la supposée crise qui secoue le bloc républicain, votre ancien parti. Mais d'abord, dites-moi, qu'est-ce qui a motivé votre départ du bloc républicain? Bon, je ne vais pas encore me mettre ici à parler des raisons qui ont motivé mon départ. Et c'est des raisons qui me sont assez propres et que je ne voudrais plus évoquer ici. Je dis le semblant de crise qui se joue actuellement au sein du bloc républicain ne date pas d'aujourd'hui. Même depuis la création de ce parti, je fus l'un des... Ce n'est pas un procès contre le bloc républicain. Non, ce n'est pas un procès. Je fus l'un des membres qui avait créé ce parti. Et je sais que ce clivage-là existait longtemps. Mais nous, on avait anticipé. Et je crois il y avait des camarades et moi, on avait anticipé pour dire, comme le bloc républicain, c'est l'arrivée de plusieurs groupes qui se sont mis ensemble pour parler le même langage. Le vivre ensemble va prendre du temps pour que ça soit effectif. Et ça n'a pas raté. Nous avions pensé parce que en notre sein, il y avait des ministres, il y avait des députés. Donc, il y avait ceux qui n'étaient rien. On a dit, bon, pour que nous puissions réclamer nos droits, on va essayer de créer un courant à l'intérieur du bloc républicain, un courant responsable, un courant qui discute avec le chef du parti pour quand même arracher certaines positions pour ceux-là qui n'avaient pas de députés, qui n'avaient pas de ministres. C'est-à-dire les présidents de partis ou de coalitions qui se sont ralliés, non, qui ensemble on a créé le parti. On a dit bon, si nous ne formons pas un courant, tout se passera au-dessus de nous. Mais les gens avaient mal pris. Les gens avaient mal pris. Aujourd'hui maintenant, beaucoup se plaignent. Moi je ne vois pas pourquoi les gens se plaignent. Un parti, si à un moment donné vous estimez que ce que j'attends de ce parti, je n'ai pas, ou vous sortez tranquillement sans crier gare, ou vous posez le problème à l'intérieur. Et la crise actuelle, ou je veux dire la lettre du président Gbadamassi, d'abord je dis que ça a été mal interprété, parce que je ne suis pas sûr que le président Gbadamassi ait fait une lettre et a fait une publication de la lettre. Certainement, la lettre a été adressée au chef du parti. Qui a fait que cette lettre est devenue virale aujourd'hui? C'est le premier point. Parce que c'est un problème interne qui devait être réglé à l'interne, parce que Gbadamassi est membre du bureau exécutif au même titre que le président a été. 2. Des problèmes comme ça, il y en a partout. Je vais vous raconter une histoire. Quand on était à l'Union fait la Nation, vous savez qu'on fait notre convention chaque année et on renouvelle le bureau. Et le renouvellement du bureau a toujours placé le président Amoussou, que je salue avec déférence, a toujours placé le président Amoussou comme président. Et chacun avait sa position. Un jour, on était en pleine réunion du bureau politique et j'étais devant lui. Je dis, monsieur le président, après, dit, est-ce que vous savez que là où vous êtes là, c'est illégal et vous êtes illégal et vous êtes illégitime? Il a souri. Il a souri. Il n'a rien dit. Il a banalisé la question. Bon, les gens pensaient que bon, il allait réagir. Mais il est resté calme. Ce problème n'est sorti nulle part. Un jour, on devait aller sur le terrain de la mobilisation et je devais passer chez le président Moussou pour aller. Il a demandé que je gare mon véhicule. J'ai garé mon véhicule, il a demandé que je rentre dans son véhicule. Vous pouvez imaginer la peur que j'avais. Mais le parcours qu'on a fait, je me suis dit que ce monsieur
il faut le laisser. Après sa mort, nous pouvons changer de président. Parce que ce monsieur regorgeait de beaucoup de choses. Donc, notre histoire n'est pas allée devant la presse. Notre histoire n'est pas allée sur les réseaux sociaux. Mais je crois que ce problème de l'écrit de Badamasi, c'est un petit problème qui pouvait être couvert si on s'entendait, au lieu de sortir ça pour que ça n'arrange aucun camp. Moi, je dis, ce n'est pas du tout le moment de demander au président Abete de démissionner, ce n'est pas du tout le moment. Et il revient au président Abdoulaye Biotchani, parce qu'aucun président n'est, disons, à 100% réglo pour tout le monde. Il lui revient de rappeler les positions, de discuter avec les éléments pour qu'ils puissent s'entendre. Parce qu'à la création de ce parti, c'était le plus grand parti qui devrait être le premier parti sur l'échiquier politique national. Est-ce que c'est parce que c'est le président Abete qui a la tête? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit à cause de lui que la performance soit... Ben, non, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Et beaucoup parmi nous devraient savoir. Il revenait à chacun d'échanger et de discuter les positions avec son président. Vous savez, le président Abete, malgré tout ce qu'on dit de lui, si vous avez un problème et que vous l'appelez, vous l'invitez à la réunion, il se présente à la réunion, il discute avec vous. Même si, après, vous n'avez pas totalement ce que vous voulez, mais il vient, il vous écoute et il cherche des solutions. Beaucoup ont estimé que, que l'honorable, l'ancien député Rachidi Badamasi ne devrait pas demander la démission du président Abete. Tout sauf lui, toute personne sauf lui. Non, je dis, bon, il a fait. Mais est-ce qu'il a fait dans un lieu public? Est-ce qu'il a fait dans une conférence de presse? Non. Mais ça a fuité. Non. Qui a fait fuiter ça? Qui a fait fuiter ça? Un problème interne? Vous pensez que dans les autres partis, il n'y a pas ce problème-là? Il y a bien sûr ce problème-là. Mais c'est parce que les gens n'aiment pas le parti, le bloc républicain, que ça a fuité. Parce qu'en exposant le problème, ils croient faire du mal à l'un des deux, mais au contraire, ils n'ont pas fait du bien à aucune partie. Ils n'ont fait du bien à aucune partie. C'est vrai qu'au sein du bloc républicain, il y a des positions, il y a des remous, mais je dis jusqu'à présent, si le parti n'a pas chaviré, mais je dis chapeau au président Abdoulaye Biotchani, que malgré tout ce qui se dit sur lui, tout ça là, il a une carapace qui prend tout. Est-ce que c'est l'échec enregistré aux dernières élections législatives qui font tempêter tous les militants du BR? Non, les gens ne peuvent pas parler comme ça, parce qu'en 2019, il n'y avait pas assez de partis qui sont allés aux élections. Il n'y avait que 2 partis. Aujourd'hui, les données ont changé. Il y a un autre parti. Oui. Mais écoutez, si quelqu'un a échoué dans sa circonscription, on ne peut pas accuser le président du parti que c'est à cause de toi. Non, je crois que chacun doit travailler dans sa circonscription. Chacun doit raffermir sa base pour se faire lire. Mais ce que moi j'ai déploré, c'est que ce parti, c'est le parti de la jeunesse. C'est le parti des jeunes. Normalement, à l'étape où nous sommes, les jeunes, on devait envoyer beaucoup de jeunes à l'Assemblée nationale. Bon, je ne sais pas, parce que je n'ai pas connaissance de la liste qui est passée, est-ce que la promotion de la jeunesse a été faite? C'est à eux de le dire. Mais je dis, cette crise, semblant de crise qui ne doit pas être une crise. Dans votre maison. Donc il faut colmater les brèches. Il faut colmater les brèches parce que ce n'est pas bon pour l'un, ce n'est pas bon pour l'autre. Dans chaque famille, mais si le père discute avec les enfants, il y a des enfants qui, à un moment donné, ne sont pas d'accord avec le père. Mais on a l'impression que
des militants sont déçus. C'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Non, quels sont les militants qui sont déçus? C'est ça que je dis. C'est le système qu'on avait mis en place. Parce que je vais vous rapporter, au sein du bloc républicain, il y avait le courant ABT, le courant dynamique unitaire regroupant FA-LAFIA et les autres. Il y a la coalition Bénin en route, il y a l'UNDP, l'UND plutôt, il y a les députés alliés et il y a autres. Au départ, pour prendre quelqu'un, pour le positionner, on demande à chacun de proposer. C'était bien parti au départ. Mais par la suite, comme nous sommes malins, intelligents, on a commencé par faire autrement. Et c'est ça qui a fait naître ces remous-là. Mais je dis, le président a bêté, parce qu'il faut donner à César ce qui est à César. Quand on avait créé notre, disons, courant, on l'a invité, on l'a fait asseoir. On a dit, monsieur le président, nous avons des cadres aussi. Nous allons, et il nous a dit de faire la liste avec les profils. Nous l'avions fait, nous l'avions déposé ça. Bon, si ces cadres-là n'ont pas été promus sur le champ, peut-être beaucoup parmi ces cadres-là aujourd'hui sont députés, maires, conseillers. C'est déjà une avancée. Mais il ne faut pas se bloquer pour dire que, bon, parce que c'est telle personne qui a la tête. Si ABT n'est pas à la tête et que quelqu'un d'autre est à la tête, ça sera peut-être pire. Ça sera peut-être pire. Mais le jour où ABT va partir sans aucune pression. Parce que lui-même, il sera que, bon, j'ai accompli la mission qui m'a été assignée. Maintenant, je passe la main à d'autres personnes. Et le BR regroupe des jeunes compétents, hein, des politiciens avérés, hein, qui peuvent le changer. Mais je dis, ils n'ont qu'à se calmer pour que les choses puissent aller normalement. Alors, Jean-Baptiste Ungué, vous étiez membre du Bloc républicain, vous êtes aujourd'hui membre du parti UDBN. Pourquoi avoir fait ce choix? D'abord... Vous le regrettez déjà? Non, je n'ai pas de regret. Quand moi je prends une position et en toute connaissance et en toute responsabilité, je n'ai pas de regret. Et je dirais que à un moment donné, il fallait pas montrer que, il fallait pas donner l'occasion à mes détracteurs de me doiter comme un opposant si je ne fais pas quelque chose. Alors, les amis et moi, on a décidé de travailler avec un parti de la mouvance. Point barre. Nous avions travaillé et ça a permis aux gens de ne pas, disons, de ne pas me lancer des bolides. Sinon, si j'étais resté sans rien dire, on allait attribuer la victoire que Jean-Baptiste a travaillé avec, ils ont travaillé avec des conneries. J'ai trop souffert de ça. C'est pourquoi il dit, choisissons un parti de la mouvance, accompagnons ce parti, cela. Et c'est aussi le lieu de remercier Madame Claudine Afiavi, une dame de cœur, une présidente qui sait où elle va. Elle a de la valeur. Nous avons travaillé. Malheureusement, les élections, c'est les moyens. C'est les moyens, je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. C'est les moyens, je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Alors, Jean-Baptiste Ungué, c'est vrai que vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui à l'UDBN. C'était la meilleure offre politique? Non, moi, ma position aujourd'hui, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas si je veux continuer à faire la politique. Vous ne connaissez pas ma position. D'accord? Vous ne connaissez pas ma position. Donc, je n'avais pas... totalement de la politique? Non, je dis, vous ne connaissez pas ma position. Vous la connaîtrez bientôt, dans un avenir proche. Vous ne connaissez pas ma position. Donc, ne me donnez pas
aujourd'hui une position. Et il n'y avait pas une meilleure offre. Je voulais faire comme, disons, Roger Mila, qui, en finissant d'élever une équipe au premier rang, revient encore chercher une équipe de deuxième division pour la montée à la première division. Mais je dis, les élections, c'est les moyens. Point bas. 2026 n'est plus loin. Jean-Baptiste Ronguet, pensez-vous déjà à un probable successeur du chef de l'État, Patrice Talon? Bon, je ne voudrais pas parler ici pour qu'on puisse me convoquer à la Cour constitutionnelle et autres. Je dis, pour l'instant, il reste quelques années au président Patrice Talon de façon constitutionnelle. Et soyons unis, retroussons les manches, travaillons à la cohésion de l'équipe qui est là pour que ce qui se fait déjà et ce qui va démarrer puisse se faire pour que, en quittant le pouvoir comme il a souhaité, qu'il soit élevé comme un héros. C'est à ça que je travaille pour le moment. Je souhaite que, dès que nous finissons ce deuxième mandat constitutionnel, que Patrice Talon, président de la République du Bénin, soit auréolé comme un héros, parce qu'il a fait des choses que nous allons parler et les enfants de nos enfants vont parler. 7. L'homme n'est pas Dieu. Il y a peut-être des insuffisances. Il revient aux Béninois de dire, ah, il y a telle insuffisance à tel niveau. Le président prendra en compte pour corriger cette insuffisance. Mais je dis, quel que soit ce que vous allez faire sur cette terre, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc moi, la gouvernance actuelle, je tire chapeau, comme je le dis toujours, le bilan de Talon, c'est mon bilan. Et je suis fier d'appartenir à cette équipe et je suis fier de l'avoir soutenu et je suis fier d'être dans la BAC, même si je ne joue pas les premiers rôles, je suis fier de rester jusqu'à la gare. Quel probable successeur à Patrice Talon? Non, je ne suis pas Dieu, parce que lui-même peut désigner un successeur et ça ne viendra pas. Je ne suis pas Dieu. Maintenant, et je ne suis pas dans son cœur non plus. Quel successeur? Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Tous ceux qui ont gravité autour du chef de l'État, pour qu'on ait des résultats comme ça, tout le monde est bon. Je ne peux pas doiter aujourd'hui quelqu'un pour dire non, tout le monde est bon. Alors, votre position sur le troisième mandat? Vous voulez qu'on m'amène à la Cour constitutionnelle? Donnez-nous votre position. Non, je n'ai pas de position. Ma position est la Constitution. Ma position est la Constitution. Si la Constitution dit troisième mandat, ma position est ça. Si la Constitution dit c'est deux mandats seulement, voilà ma position. Alors, vous êtes un acteur politique majeur, je l'ai dit, de la 6e circonscription électorale. Dans votre circonscription aujourd'hui, c'est vrai, il y a une flopée de partis politiques qui cherchent à conquérir l'électorat. Est-ce que ça va dans la 6e circonscription électorale? Bon, vous allez remarquer que la 6e circonscription électorale est une circonscription où les politiciens sont jeunes. C'est la couche juvénile. Des gens qui n'avaient jamais milité dans un parti sérieux. Parce qu'un parti, c'est une école. Et des gens qui se sont retrouvés au lendemain, par enchantement, responsables de ceci et de cela. Ça ne passe pas. C'est pourquoi il y a eu bruit. Si je prends par exemple le cas du Bloc républicain, il y a tellement eu bruit que on est sorti du naturel au surnaturel pour des trucs de politique, pour des positionnements. Dieu merci, moi je suis vivant.
Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais je dis, la jeunesse de Calavi doit se ressaisir et travailler à ce que le bilan du chef de l'État, parce que les investissements qui se font dans la 6e circonscription sont colossaux. C'est inimaginable. Donc, la 6e circonscription a besoin d'une jeunesse, d'une politique saine, d'une politique de développement, d'une politique qui est assez sur comment développer la 6e circonscription au lieu de se taper dans les pattes, au lieu de se tirer dans les pattes, au lieu de se chercher des poux sur des têtes rasées. Hein, on devait s'unir pour construire la 6e circonscription. C'est ce conseil-là que je veux donner à la jeunesse de Calavi et de Calavi environ, à la jeunesse de la 6e circonscription et à la jeunesse de l'Atlantique en général. Nous avons besoin d'une cohésion parce que ce soit Bloc républicain, UP, nous sommes tous de la mouvance présidentielle, que ce soit UDBN et MOEL, Bénin, tous ces partis sont de la mouvance présidentielle. Il faut qu'à un moment donné, quand les élections finissent, il faut qu'on se donne la main pour construire notre cité. Parce que cette cité-là, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, sera une cité merveilleuse, sera une cité qui, Cotonou, Calavi n'aura rien à envier à Cotonou. Quel est votre rapport avec vos amis de l'Union progressiste, le renouveau de la circonscription? Mais j'ai mes jeunes qui sont là, j'ai mes éléments qui sont là. De toute façon, la majorité de ceux qui sont à la tête de l'Union progressiste, le renouveau, aujourd'hui dans la 6e, ont fait leurs âmes dans la coalition Bénin en route. Et j'en suis fier. J'en suis fier qu'au moins nous avons fait quelque chose et nous avons... c'est vivant, c'est visible. Il y a des gens qui animent ce parti-là et qui sont venus de nous et j'en suis fier. Alors quand vous prenez par exemple la commune d'Abom et Calavi, le recasement a commencé. C'est une commune qu'on tasse beaucoup en parlant de mafia foncière, on a l'impression que le nez de la mafia foncière se retrouve à Calavi. C'est l'impression que cela donne. C'est l'impression que cela donne, ce n'est pas une impression, c'est une situation qui date de longtemps. Et que pour faire le recasement, il faut que les gens fassent très, très, très attention. Parce que ça va les rattraper. Calavi, il y a eu trop de problèmes en matière foncière. Donc, pour arriver à régler le problème foncier dans la commune de Calavi, il faut le faire avec, disons, pas la passion, mais il faut le faire avec intelligence, avec technicité et avec le sérieux que ça nécessite. Parce que vous savez bien que les gens sont en prison à cause de ça. Et beaucoup iront encore en prison s'ils ne savent pas faire à cause des problèmes domaniaux. Donc, ceux qui sont là, les acteurs qui sont là maintenant, qui ont relancé les recasements, donc à faire très attention, sinon, je ne le souhaite pas. Pourquoi cela suscite assez d'engouement dans Calavi environ? Non, peut-être parce qu'aujourd'hui, Calavi est industrialisé. La commune de Calavi est industrialisée et la commune de Calavi encore l'urbanisation, les belles villas et la cité administrative sera installée à Calavi. Donc certainement, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu pour susciter l'engouement des uns et des autres, pour faire tout possible pour s'arracher des terres dans Calavi. Parce que le terrain à Cotonou, si vous prenez un carré à Cotonou aujourd'hui, c'est des centaines de millions. Et dans quelques années, Calavi sera aussi la même chose. Donc, les gens ont certainement idée de cela et s'agitent et font tout possible pour brimer les uns et pour falsifier des choses. Mais je dis, donc à faire attention. Certainement avec
l'installation de la cour foncière, ces problèmes-là vont se régler pour qu'on conjugue définitivement passer cette situation? Je le souhaite ardemment que cette cour prenne véritablement fonction et que la fonction soit traduite dans les actes et que les premiers coups, on puisse sentir les premiers coups. Alors, Jean-Baptiste Ronguet, le Bénin, sur le plan énergétique, a décollé depuis l'arrivée du régime de la rupture. Mais depuis quelques mois déjà, les populations se plaignent, le délestage a repris. Votre position? Non, est-ce que c'est le délestage? Il peut y avoir des problèmes dans les circuits. Cela ne veut pas dire... Maria Gleta ne fonctionne plus? Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Je ne sais pas, mais je dis, ce n'est pas délestage. Et c'est pourquoi je dis, aucune humaine n'est parfaite. Mais j'ai vu des gens construire des immeubles avec tous les essais possibles. Mais, quelques temps après, on a vu des problèmes sur ces immeubles-là. Donc c'est la même chose. Le gouvernement actuel a beaucoup fait en matière d'énergie. Les petits ratés qui interviennent par-ci, par-là, ne peuvent pas nous amener à parler de délestage. On peut parler de problèmes de circuit qui seraient quelques minutes après. Ce n'est pas des problèmes qui se posent et font des jours. Pas de problèmes comme ça. Maintenant, si dans une zone donnée, il y a délestage, il y a manque d'électricité, il revient aux populations de la zone d'en informer ceux qui sont chargés de leur donner la lumière et les problèmes seront réglés parce que sur un poteau, comme je dis là, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il peut y avoir des dysfonctionnements. Il suffit de corriger ces dysfonctionnements et le courant est remis. L'autonomie énergétique prend-elle ainsi un coup? Non, l'autonomie énergétique ne prend pas un coup. Mais pour en arriver là, d'autres pays ont fait plus d'investissements que nous. Nous sommes en train de le faire. Et dans quelques années, dans quelques mois, nous aurons l'autonomie énergétique comme l'a promis le chef de l'État. Parce que c'est un monsieur, ce qu'il dit, il le fait. Il le fera et le Bénin sera autonome en matière énergétique. Dans le même temps, les populations continuent de payer des coûts exorbitants en termes de factures d'électricité et d'eau dans les maisons. Bon, quand vous parlez des populations, je suis compris parce que j'utilise l'électricité de la SBE, je paye la même chose que la population dont vous parlez. Donc, si j'utilise le courant et qu'à un moment donné, les intrants pour avoir l'autonomie énergétique sont chers sur le plan international, soyez-en sûrs que ça va se répercuter, ça aura un impact sur nos factures. Malgré la morosité économique. Bon, est-ce que... si vous avez l'électricité là, soyez prêts à payer. Maintenant, ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de penser, disons, à subventionner un peu le coût de l'électricité des ménages. C'est peut-être ça pour que les factures soient allégées. Parce que autant les gens payent, autant moi-même je paye parce que les factures ne viennent pas en tenant compte de ceci est mouvancé, ceci est opposition. Alors, Jean-Baptiste Ronguet, la traque aux cybercriminels est désormais inscrite aux activités phares de l'ERCC qui abat un travail immense. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer définitivement ce phénomène? Mais si c'est un sujet assez sensible et qu'il faut le dire avec toute la tranquillité et tout, disons, le regard, il faut le dire avec tout le regard sérieux. D'accord? Il ne faut pas prendre ce problème-là avec passion. Parce que si nous prenons ce problème-là avec passion, c'est que nous allons rater.
Le travail qui s'abat avec les autorités policières, c'est le lieu de les féliciter, de débarrasser de la cité des éléments supposés nuisibles à la justice. La justice aussi fait son travail. Mais je vais au-delà. Je dis ce problème, ce n'est pas un problème qu'on peut éradiquer avec seulement pour sanction envers les gens en prison. Il faut retourner à la base dans l'éducation. Il faut encourager nos religions à enseigner nos enfants, nos jeunes, que l'acte qu'on pose en détruisant l'autre t'amène en enfer. Et dans les écoles, dans les salles d'apprentissage, il faut vraiment éduquer les jeunes à changer de mentalité, à savoir que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Est-ce qu'ils ont été moulés dans un système où il faut apprendre un métier, savoir faire quelque chose? Il y en a plein dedans qui sont en apprentissage et du coup abandonnent l'apprentissage pour se livrer à ces vilains jeux. C'est dommage. C'est dommage. Le gain facile, c'est dommage. Mais si ça vous arrive une fois là, vous aurez envie de tuer la personne. Le gain facile, ça n'arrange personne. Je dis la solution, parce que vous voyez parmi ces cybercriminels là, il y a nos enfants dedans, il y a des jeunes qui ont du master, licence, baccalauréat, des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans qui se livrent à des jeux comme ça. Ils vont faire 4 ans ou 5 ans en prison. Est-ce qu'à la sortie de la prison, est-ce qu'ils vont changer de mentalité? C'est pourquoi je dis il faut un programme spécial. Il faut un programme spécial. Même en étant en prison, il faut un programme spécial pour que ces jeunes-là, en sortant de la prison, sortent transformés et savoir que quand j'arrache le bien qui n'est pas à moi là, je mérite la potence. Et comme ça, les gens vont cesser de se livrer à ces vilains jeux. Et le pays va vivre tranquillement. Parce que lorsque le cybercriminel t'en veut, il te pousse même au suicide. Il te pousse au suicide sans savoir que ce qu'il est en train de faire est mal. Mais je dis, est-ce que en leur donnant 5 ans, quelqu'un a parlé de 50 ans? La pratique a pris de l'ampleur. La pratique a pris de l'ampleur. Même en prison, il paraît qu'il continue toujours de faire le travail. Il faut éradiquer en éduquant ces gens-là, en ayant un programme spécial de réadaptation, de transformation, Sinon, vous les laissez en prison et ils sortent, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et le nombre de cybercriminels qui sont en prison aujourd'hui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Sous ces gens-là, dès qu'ils vont sortir, que deviendra le pays? Donc, moi, je suggère un programme spécial pour ceux-là, pour que, même à la prison, là, ils vont faire profession de foi de ne plus jamais continuer et disons, parler à ceux qui se donnent l'envie de continuer, qui sont dehors, que si vous faites comme ça, là, vous subirez des sorts plus graves que nous. Jean-Baptiste Wongué, on ne peut pas parler de cybercriminalité, d'emploi de jeunes sans évoquer la question sécuritaire. Aujourd'hui, le Nord Bénin est en proie à des attaques terroristes. L'insécurité qui reprend, peut-on dire, est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement a suffisamment de moyens pour faire face aux attaques terroristes? Je crois que ce que notre gouvernement est en train de faire, c'est déjà un grand pas avec le soutien logistique des partenaires. Et il revient à notre armée, au sein de l'armée, une formation spéciale dédiée au terrorisme pour affronter ce phénomène-là. À situation exceptionnelle, rebelle exceptionnelle. Absolument.
Mais si, avec la formation qu'on a reçue, on va sur des champs de bataille parce que le terrorisme ne vous prévient pas. Le terrorisme est peut-être parmi vous. Et il attend le bon moment pour agir. Il faut que nos éléments aussi soient formés de cette façon pour ne pas être surpris. Parce que le nombre de morts qu'on enregistre commence par inquiéter. Et je sais une chose, avec le président Talon, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. C'est pourquoi tout le travail que font et le gouvernement et l'état-major, nous devons apprécier, les encourager et même, s'il faut, leur apporter notre soutien. En quoi que ce soit, il faut qu'on leur apporte notre soutien. Parce que la sécurité, si la sécurité des populations commence par être menacée au nord là-bas, rien ne dit que ça ne viendra pas ici. Donc il faut vraiment qu'on endigue, qu'on éradique le phénomène depuis les frontières là-bas, là, pour que ça ne rentre pas dans notre pays. Le Bénin, c'est un pays de paix, c'est un pays où règne la sécurité. Je souhaite que nous maintenons le cap dans ce domaine-là. Et je sais que nos forces armées sont en train de faire ce travail-là. Est-ce qu'il ne faut pas maintenir la veille quotidienne? Je le dis parce que quand vous prenez par exemple un week-end, dimanche par exemple, on a l'impression que nos forces de sécurité et de défense sont absentes. Quand vous roulez dans certaines villes, c'est le repos. Or, il faut être permanent, présent permanemment pour surveiller tout ce qui passe. Vous êtes allé dans les détails de ce que j'ai déjà dit. Il faut une formation spéciale. On ne peut pas... Il faut une formation spéciale. Parce que j'ai dit tout à l'heure que le terrorisme ne vient pas en vous informant, en vous informant que je viens à tel... Il vient, il vous surprend. Donc, il faut une permanence veille sur les territoires. Sur le territoire national. Sur tout le territoire. Mais aussi, il ne faut pas aussi faire en sorte que la population commence pas à avoir peur. Parce que quand on commence par débarquer les militaires partout pour veille, ça donne la psychose. Donc je crois que le président n'est pas dans ce schéma. Et les zones déjà identifiées, on peut maintenir cette veille-là. Et ici, en ville, il y a la police républicaine qui fait son travail. Dans les week-ends, contrairement à ce que vous avez dit, moi je vois les policiers circuler. Non, c'est vrai qu'ils font la ronde. La nuit aussi. Oui, aujourd'hui, ils le font. Aujourd'hui, la nuit, nous dormons tranquillement. Bon, des cas peuvent arriver, mais c'est des cas rares. C'est des cas rares. Et tout ça, là, nous mettons à l'actif de la bonne gouvernance du régime. Nous vous connaissons très sportif, Jean-Baptiste Rouguet. Quelle appréciation faites-vous du Bénin au plan sportif? Bon, je voudrais d'abord saluer le ministre des Sports qui, depuis son arrivée, le Bénin a gagné dans beaucoup de domaines. Et pendant pendant son mandat, si je peux appeler comme ça, nous avons eu assez de stades de foot, nous avons eu assez de nos athlètes qui évoluent normalement. Mais je dis, le ministre n'est qu'une personne. Il revient à chacun de nous, surtout les acteurs sportifs, ceux qui pratiquent le sport, de savoir que lorsque nous sortons, c'est le drapeau national que nous amenons. Et si nous gagnons, c'est le Bénin qui gagne. À partir de ce moment-là, lorsque je rentre dans une compétition, je deviens enragé pour gagner les élections. J'ai souvent l'habitude de regarder les matchs de catch où un jour on a présenté un Américain et un Russe. Il fallait voir ce qui s'est passé. Mais l'Amérique a gagné avec douleur. C'est ça que je veux pour nos sportifs. Il faut que tout change. Et que le football, qui est le sport roi qui entraîne tout le monde, que nos jeunes joueurs, nos enfants qui sont des joueurs, sachent que à 20, au péril, il faut triompher.
Mais on a l'impression qu'on prend les mêmes et on recommence avec les mêmes personnes. Non, c'est ce que nous avons pour le moment. Et je suis sûr qu'il y a une pépinière. Le foot est en berne au Bénin. Non, il y a une pépinière qui se prépare. Il y a une pépinière qui se prépare. C'est le lieu de saluer aussi le président de la fédération, quoi qu'on dise. Et il y a une pépinière qui se prépare. Et il faut préparer ces jeunes-là, hein, au patriotisme sportif. Parce que si vous n'êtes pas patriote, vous allez prendre les primes, que vous gagnez ou pas, ça ne vous dit rien. Mais si vous savez que je défends la patrie, c'est le Bénin, je reprends le Bénin et que si je vais dans une compétition, si je ne ramène pas la victoire, je me sentirai mal dans mon pays. Ils seront enragés pour apporter la victoire. Il faut se battre avec la dernière rigueur pour amener vraiment la victoire dans le pays. Le football, c'est vrai, et peut-être que la génération actuelle, après cette génération-là, nous aurons de beaux jours devant nous pour vraiment qualifier nos équipes. Aujourd'hui, il faut travailler les jeunes, il faut leur parler, il faut leur dire que le drapeau là, il est important. Quand vous allez, sachez que vous allez avec le sang béninois et que ce sang-là ne coule pas si je n'ai pas la victoire. Donc il faut toujours parler aux jeunes. Il faut quelqu'un, un psychologue. Mais Jean-Baptiste Roulet, il faut que les autorités sportives prennent le taureau par les cornes. On a l'impression que le football ou les autres disciplines sportives sont lésées au détriment du football on n'a pas de résultats. Je ne voulais pas en venir là et j'ai dit c'est pourquoi je félicite le ministre. Il revient au ministre et son staff. Je crois que le week-end passé, le vendredi, les fédérations ont reçu des subventions. Ça ne suffit pas. Non, ils ont reçu des subventions. Vous ne savez pas ce que fait le ministre avec les autres fédérations. Peut-être que les compétitions, on n'organise pas les compétitions à grand renfort de publicité dans les autres disciplines. C'est pourquoi peut-être nous ne voyons pas la visibilité dans cette discipline. Non, les autres disciplines sont visibles. Les athlètes des autres disciplines mais nous avons une athlète avec des trophées. Nous avons une athlète qui fait parler le Bénin partout aujourd'hui. Vous pensez que le gouvernement n'a pas de regard sur elle? Le gouvernement a de regard sur elle. Peut-être que c'est pour le football qui est visible et puis qui est criard et que quand il y a un match là, c'est l'attroupement. Peut-être ça. Mais dans les autres disciplines aussi, le handball, le basketball, le tennis, le volley, tout ça là, ça dit tout. Je suis sûr d'une chose, le ministre qui est là, c'est un jeune et je sais qu'il fait de son mieux pour que cette discipline-là s'émancipe. Le pétanque, par exemple, nos athlètes ont fait parler d'eux, on fait parler du Bénin à l'étranger. Aujourd'hui, la Coupe mondiale de pétanque sera organisée au Bénin. C'est une très bonne chose. C'est une première depuis les indépendances. Donc, il faut dire que nous travaillons pour que toutes les disciplines soient émancipées et qui nous rapportent des trophées. On n'a pas l'impression qu'on travaille véritablement pour que toutes les disciplines... Après cette émission, vous allez voir maintenant, parce qu'il faut que les gens communiquent maintenant. Après cette émission, vous allez voir comment le ministère des Sports fera en sorte que cette discipline soit connue et qu'on sache ce qui se fait à l'intérieur de cette discipline. Jean-Baptiste Roulet, on va parler une fois encore de politique. Que pensez-vous des Béninois hors du territoire national en conflit avec la justice qui attendent un regard bienveillant du chef de l'État ou de la justice béninoise pour regagner leur pays? Bon, moi, j'ai l'habitude de dire que quand on est en politique et qu'on a des problèmes politiques, la justice ne règle pas ces problèmes.
c'est la politique qui reste le problème. Et je crois que la mandature de l'actuel Parlement, on va avoir beaucoup de bonnes choses. Le Bénin va renouer avec la pratique, les bonnes pratiques parlementaires qui feront en sorte que ceux qui sont, les politiciens qui ne sont pas là, auront un regard favorable et que le chef de l'État aussi aura un regard favorable pour faire cela. Ce qui est sûr, si quelqu'un est fautif, il n'a qu'à se présenter devant la justice. Il n'a qu'à se présenter devant la justice. Si il apporte les preuves de son inculpabilité, la justice va trancher. Ne croyons pas toujours que la justice est minée, codée. Non. Ceux qui animent les institutions judiciaires sont des hommes. Ils ont le sang dans leurs veines. Ils seront tirés la part des choses. Vous pensez que c'est assez facile qu'ils reviennent comme ça, se présenter non, comme des enfants du cœur? Je dis que l'actuelle mandature du Parlement va travailler pour qu'on arrive à un climat apaisé pour tous d'ici l'an 2026. Vous êtes dans le secret de Dieu? Non, je ne suis pas dans le secret de Dieu parce que ceux qui animent aujourd'hui l'opposition, je parle d'opposition responsable, l'opposition civilisée, l'opposition méthodique fera en sorte que les 3 ans passeront dans un climat apaisé. Et quand le climat est apaisé, les investisseurs arrivent. Et quand les investisseurs arrivent, il y a des fluctuations dans le pays et chacun trouve son compte. C'est comme ça, je pense. Chacun trouvera son compte. Alors, est-ce que la loi d'amnistie introduite par l'opposition est en souffrance actuellement au Parlement? Nous avons entendu des députés de la mouvance se prononcer sur le sujet, les députés de l'opposition également. Vous avez l'impression que cette loi-là passera? J'ai dit il faut se parler, j'ai dit tout à l'heure, il faut se parler, il faut dialoguer, hein? Il faut aller à la table de négociation. Je dis problème politique, à problème politique, solution politique. Je vais vous donner un exemple. Hein. Au Sénégal, et c'est le président Abdou Ouad qui l'a raconté, qu'il a été condamné et on l'a condamné. Mais quelques jours après là, on lui a accordé la loi d'amnistie et annulé cette condamnation. La justice ne règle pas les problèmes politiques. Si c'est des problèmes politiques. Maintenant, si c'est des délits de droit commun, c'est autre chose. Mais si c'est la politique qui va parler. Il faut dialoguer, il faut se parler, il faut enlever l'habit d'opposant radical et parler. Nous sommes dans un pays... Ce n'est pas une faiblesse d'aller... Ce n'est pas se faire courber. Mais si je viens vers vous, vous avez quelque chose que je dois prendre. Je viens vers vous, je vous parle. Si je parle 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous n'entendez pas, je vais appeler à quelqu'un d'autre pour vous parler. Je suis sûr que vous allez incliner votre cœur. Nul, personne parmi eux. D'abord, même, ils sont tous des amis. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ceux qui se tiraient là sont tous des amis. Mais, devant le public, comme ça, on adopte une position de là où on est. Et pourquoi c'est comme ça? Mais c'est la politique qui est comme ça. Vous leurrez les populations? C'est la politique qui est comme ça. C'est pourquoi, bataille de politiciens là, il faut savoir rentrer dedans. Beaucoup de problèmes seraient résolus si chacun se maîtrise, va doucement. Beaucoup de problèmes pour trouver des solutions en politique, pas dans la violence. On n'obtient rien dans la violence. Si vous apportez la violence, les positions vont se cristalliser et vous n'obtiendrez rien. Vous avez parlé de dialogue. Est-ce qu'il y a véritablement un dialogue politique au Bénin? Est-ce que les acteurs politiques se parlent?
Et je dis encore que cette mandature, avec ceux qui animent notre Parlement aujourd'hui, que ce soit mouvance et opposition, c'est des gens qui se connaissent, qui étaient ensemble avant. Aujourd'hui, ils ont des positions différentes. Ils sauront se parler. Ils sauront se parler. Ils sauront comment organiser le dialogue pour que le Benoît Landa se trouve en paix, pour que du nord au sud, on puisse se sentir béninois. Alors, je voudrais poser cette question au citoyen Jean-Baptiste Ronguet. Est-ce qu'il faut aujourd'hui libérer Joël Aïvor et Ricky Abadougou? Je parle au citoyen Jean-Baptiste Ronguet. Il faut aller, il faut un dialogue et il faut négocier. Il faut un dialogue, il faut négocier. Vous pensez que le chef de l'État, là, il est mauvais? Non. Si vous le connaissez, là, vous allez prendre des choses inimaginables chez lui. Mais il faut du respect. Il faut du respect et il faut savoir que un chef est un chef. Ce que je vous dis là, mais si je suis dans une situation difficile, je ne vais pas amener sur la place publique. Et je lui parle. Je dis, ah, Monsieur le Président, à telle situation, hein, je suis fautif. Mais il ne faut pas regarder cela. Pardonne-moi. Non, Dieu va lui parler. Il n'a pas un cœur de pierre. En tout cas, pour ceux qui le connaissent, savent que c'est un président qui a le cœur de chair. Et il n'est pas le président que tout le monde imagine. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour décrisper la tension politique? Mais c'est comme si tout ce que j'ai dit là, vous n'avez pas compris. Et je dis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il n'y a rien que le dialogue. Il faut dialoguer. Il faut se parler. Il faut se parler. Et notre Assemblée aujourd'hui répond à ça. Nous avons une opposition responsable, civilisée, qui veut véritablement travailler dans un climat de paix. Nous avons une mouvance intelligente qui veut aussi travailler dans un climat de paix. Parce que s'il n'y a pas de climat de paix, rien ne marchera dans le pays. Donc, si déjà ces deux choses sont réunies, il faut se parler. Tu donnes ceci, je donne ça. Il faut se parler, il faut se parler. Il faut se parler. Et nous sommes déjà sur le chemin. Moi, d'abord, j'avais fait l'opposition. Vous savez. Oui, l'Union fait la nation. L'Union fait la nation. Mais si j'avais su dans le temps, je ne ferais pas l'opposition. Vous regrettez? Ah, je regrette beaucoup. Parce que ce que vous n'imaginez pas, ceux qui sont responsables là, mais si après vous apprenez ce qui se passe là, je dirais, mais vous êtes là seulement. Aujourd'hui, je dis les jeunes, nous avons intérêt à nous unir, à travailler pour que le président qui est là réussisse sa mission, travaille avec beaucoup plus de jeunes, élève beaucoup plus de jeunes pour qu'on puisse entendre parler du Bénin partout. Dans une démocratie, il faut absolument l'opposition. Il faut une opposition qui fait bouger les choses. Depuis un certain temps, j'ai choisi de ne plus être dans l'opposition. Parce que dans une démocratie, il faut l'opposition pour l'équilibre des forces. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà très en retard. Nous sommes déjà très en retard en matière de développement. Et il faut aller vite. Sans l'opposition? Non, il faut de l'opposition. Je dis il faut de l'opposition. Il faut aller vite. Si le monsieur fait bien, j'applaudis et je l'encourage. Mais si je vois que ce qui se passe ici, là, ce n'est pas trop bon, je joue mon rôle d'opposant pour dire, ah, il y a telle chose. Est-ce que les mouvanciers comprennent ça comme ça? Bon, ceux qui ne comprennent pas ne sont pas des politiciens. Ceux qui sont des politiciens comprennent bien ça.
c'est moi qui vous parle. Comprennent bien ça. Mais ceux qui s'agitent là, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu un politicien se lever pour dire telle personne a dit ceci? Non, non. Les politiciens comprennent bien ça. Les politiciens, je ne veux pas parler des parachutés, de ceux qui n'ont pas fait une école politique. Vous voulez parler des soutiens de la 25e heure? Non, soutien de la 25e heure, peut-être que d'autres ont fait des partis politiques. Mais il y a des gens qui se sont vus aujourd'hui politiciens. Ils ne peuvent pas comprendre. La politique, ce n'est pas seulement de critiquer, c'est d'apprécier ce que l'autre fait, à juste titre. Et de donner caution à ça, d'encourager, parce que tout ce qu'il fait là, ce n'est pas à lui, c'est pour le pays et c'est le Bénin. Cela, rien ne prouve que quand vous serez là, vous ferez mieux. Donc, si quelqu'un travaille là, je reconnaîtrai que, il a bien fait. Je lui tire chapeau. Et parler sans honte. Que, il a fait que nous l'apprécions. Et je vous assure que ce que nous faisons, le régime actuel fait aujourd'hui, je dis pratiquement tous les membres et tous les partis d'opposition là comprennent et ils apprécient. Mais il ne peut pas vous le dire. Il ne peut pas vous le dire. Parce que les infrastructures qui se réalisent là, c'est pour la famille Talon, c'est pour la famille Wadayi ou bien c'est pour la famille Romaine, tout ça. Non. C'est pour le pays. Mais il se fait que c'est eux qui sont là, ils le font. On n'a jamais vu des choses se réaliser dans la portion de cette envergure. Mais ce qui se fait là, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Aujourd'hui, tu peux passer dans des rues qui hier, en voulant partir là, tu déposes ton véhicule, tu marches à pied avec chaussures aquatiques. Aujourd'hui, on passe dans ces lieux-là avec nos véhicules. Beaucoup de choses ont changé. Je dis, beaucoup de choses ont changé de façon qualitative. Il faut être honnête pour le reconnaître. Même l'opposant, ceux qui sont partis, quand ils vont revenir là, ils vont trouver le pays changé. Parfois même, certaines personnes rentrent, ils ne se retrouvent plus. Parce que tellement les choses ont changé. Et ça continue. Ça continue. Les travaux continuent. Les enfants mangent correctement. L'asphaltage, l'acte 2 de l'asphaltage se poursuit? Et ça se poursuit. Ça se poursuit. Mais vous ne voyez pas les travaux se réaliser? Ça, c'est ininterrompu. C'est ininterrompu. Et dans quelques jours, vous allez voir comment ça va être à grande échelle. Abomey-Clavier a été impacté? Abomey-Clavier a été impacté. Et Abomey-Clavier sera encore impacté plus. Abomey-Clavier sera encore impacté plus. Mais je dis, aucune humaine n'est parfaite. On ne peut pas tout faire en 10 ans. Mais on aurait posé un pas géant. Celui qui viendra, la barre est déjà haute. Il va tout faire pour surpasser. Jean-Baptiste Ungué, je vous donne l'occasion de conclure cet entretien. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, et tous ceux qui travaillent autour de lui, les collaborateurs, les ministres, pour le travail qui se fait chaque jour. Je voudrais remercier aussi la classe politique, parce que nous avons une classe politique aujourd'hui civilisée, qui sait où elle va et qui sait ce qu'il faut pour que le climat politique soit apaisé. Aux Béninois, je voudrais vous encourager. C'est vrai, c'est dur, c'est difficile. Et le président de la République aussi l'a reconnu, mais c'est pour l'avenir que tout ceci se fait. Nous n'avions rien à craindre. Nous n'avions rien à craindre. Le pays va avancer et il avancera. À tous ceux qui sont mes amis, je leur dis bravo. La jeunesse, soyons unis, unissons-nous pour accompagner le chef de l'État,
pour finir de façon magnifique son mandat, son deuxième mandat, pour que demain, pour qu'il soit auréolé et élevé au rang de héros national. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, notre invité Jean-Baptiste Ronguet reste et demeure partisan et soutien du chef de l'État Patrice Talon. Il a réitéré et martelé tout au long de cette émission. La crise au sein du bloc républicain n'en est pas une. Le président Abete reste et demeure le personnage qu'il faut pour conduire les destinées du parti. Le Bénin se construit durablement. Et l'opposition devra faire avec en contribuant par des idées et dialoguer, surtout dialoguer, a dit Jean-Baptiste Ronguet. Mesdames, Messieurs, cette émission est à suivre en nouvelle diffusion sur Golf TV Africa et disponible sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Merci pour l'attention. Bon dimanche.